criminalité grandissante en milieu scolaire ou la bombe à retardement qui a fini par exploser avec la complicité de tous. Il me souvient que dans les années 90 encore, l'enseignant était un demi-dieu pour certains. Il n'était donc pas commun de trouver un élève en train de se battre avec son professeur, encore moins de le menacer verbalement ou physiquement. L'enseignant avait encore jusque-là une certaine autorité, quoique entachée d'abus chez certains, qui éprouvaient, on l'aurait dit, du plaisir à exercer une domination malsaine sur leurs élèves. Mais qu'est-ce qui a bien pu amener les élèves à devenir des bombes à retardement dont nous observons l'explosion aujourd'hui dans l'émoi, la consternation et l'impuissance totale? Tout d'abord, j'accuse tout le système. Et oui, il n'est malheureusement pas tout à fait innocent. Dans mon parcours secondaire que j'effectuais de manière successive dans 2 établissements privés, il serait hypocrite de dire que les élèves étaient tous joyeux lorsqu'ils se heurtaient aux coups de fouet qui avaient pour objectif de dissuader les apprenants dans leurs élans de retard, d'indiscipline et même de notes scolaires médiocres. Oui, dans cet établissement privé de Yaoundé, par exemple, dans lequel me fut transmis le savoir pendant le premier cycle de l'enseignement secondaire général, arriver en retard valait aux élèves non seulement de se mettre à genoux dans la grande cour de récréation, mais aussi de se faire bastonner par l'un des 2 à 3 surveillants de l'administration, qui généralement en sueur, au vu des efforts physiques auxquels ils se livraient, nous laissaient le soin de choisir la partie de notre corps que nous préférions soumettre à leur fouet en caoutchouc. Vu le nombre pléthorique d'élèves qui devaient passer par là, on avait juste quelques secondes pour faire le choix en montrant soit son dos, soit son postérieur, pour ceux qui préféraient recevoir leur coup sur cette partie de leur corps, ou alors en tendant la main. Une fois passé ce café matinal de la journée, en se promettant à soi-même de ne plus jamais devoir arriver en retard, il fallait apprendre à se taire lorsque l'enseignant travaillait, c'est-à-dire nous dispensait des cours. Les moins calmes avaient alors le privilège de passer devant le surveillant général pour se faire corriger à l'aide d'un fouet quand l'enseignant décidait de ne pas s'en charger lui-même. Mais oui, il y en avait qui réglaient leur compte personnellement. Tiens, je me souviens de ce professeur de français devenu très célèbre dans cet établissement avec sa fameuse gifle dorsale. Oui, vous avez bien entendu. Il s'agissait effectivement, tel que l'expression l'indique, de donner une gifle sur le dos de l'élève. Voilà, je vous explique le procédé. Alors, Monsieur M s'asseyait sur la table du banc de l'élève, donc son postérieur était posé sur la table et ses pieds sur le banc. Alors, il demandait à l'élève de s'asseoir entre ses pieds et donc entre ses jambes et de passer sa tête entre les cuisses donc de Monsieur M. Et voilà que Monsieur M allait prendre la peine de bloquer, alors de stabiliser afin d'immobiliser sa proie. S'ensuivait alors une caresse préliminaire, spectaculaire, circulaire sur son dos. Et voilà, l'élève, il pouvait juste imaginer que la gifle était imminente lorsque la main du professeur avait quitté son dos. Et là,
Le raisonnement qui suivait sous les cris des spectateurs avait le pouvoir de donner froid dans le dos aux autres élèves qui parvenaient à s'abstenir de faire des bruits pendant bien 2 minutes jusqu'à ce que le prochain gagnant, qui n'avait pas pu se retenir de l'ouvrir, soit extirpé de la foule afin de recevoir sa gifle dorsale. Quelques rares fois, il était déjà arrivé qu'un élève s'oppose à ce genre de sentence. Il demandait dans ce cas à l'enseignant de lui permettre d'aller purger sa peine autrement en se rendant chez le surveillant général, accompagné du chef de classe. Les peines alternatives pouvaient aller d'1 heure de corvée à 3 jours d'exclusion, généralement avec travail manuel. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est la dame de ménage qui pouvait se réjouir d'avoir parfois tout un étage en moins à nettoyer, ou alors le principal de l'établissement qui pouvait se frotter les mains de n'avoir pas à engager des employés pour le défrichage des alentours de sa maison, qui était juste séparée de son établissement secondaire par un mur. Être l'enfant d'un parent au long bras semblait être un privilège. Au début de l'année scolaire 2000-2001, il y eut un arrivage d'élèves qui auraient auparavant été exclus de leurs établissements scolaires précédents pour discipline caractérisée. Je me souviens particulièrement de ce jeune homme qui avait une clique à son image. Il se disait que son papa était un haut gradé de l'armée camerounaise. Il le confirmait d'ailleurs à qui voulait l'entendre, même aux enseignants et membres de l'administration de cet établissement. La plupart d'entre eux s'arrangeaient à être indulgents vis-à-vis de cet élève, à l'exception du surveillant général qui venait de poser ses valises dans cet établissement. En fait, Zorro, comme il se faisait appeler par les élèves, était aussi nouveau que le super élève. Tous les deux semblaient avoir un souci d'image à préserver et une autorité à asseoir. Seulement, des deux, l'un était là pour sauver le monde et l'autre juste pour sauver sa clique. N'ayant pas supporté l'affront de ce surveillant effronté, le grand élève monta un coup un jour, pas si intelligent finalement, visant à intimider ou neutraliser à jamais Zorro le sauveur. Seulement, le plan qui s'était pourtant si bien déroulé jusqu'ici avait avorté de manière spectaculaire. Tout d'abord, du gaz lacrymogène avait été lancé dans une salle de classe de 4e A4 allemand en plein cours, laissant au passage des blessés et personnes dans un état inconscient. Ensuite, les élèves se mettaient en route à la recherche de Zorro. Seulement un événement imprévu les avait obligés à rebrousser chemin, heureusement, sans avoir eu à intimider ou brandir l'arme à feu du papa du super élève, qui était le petit cadeau surprise du jour de Zorro. La question que je me suis toujours posée jusqu'aujourd'hui est celle de savoir s'il avait réellement l'intention de s'en servir une fois qu'il aurait rencontré son rival. Malheureusement, je ne saurais jamais le dire, car je n'étais pas dans les secrets du plan d'un nouveau genre pour cet établissement qui jusqu'ici n'avait pas vécu pareil feuilleton. Ne pas perdre la face devant les élèves. Il va de soi que c'est capital. Bon, pour certains, c'était même vital, on aurait dit, car il allait de l'avenir d'une réputation. La première rébellion collective
des élèves, je la vis en 2003. Dans ce collège nouvellement créé, qui était l'annexe de cet établissement privé de l'enseignement secondaire général à Yaoundé, qui avait la renommée d'être le symbole même de la discipline. Lorsque mes parents m'y ont inscrit pour mon second cycle, je me disais alors que le modèle allait certainement être identique à mon collège précédent, et donc je savais à quoi m'y attendre. Justement, il l'était, mais en plus amplifié. Pour un oui ou un non, voire un peut-être, on avait droit à sa tasse de coups de fouet. Là-bas, c'était à peine si on ne pouvait pas se féliciter quelques années plus tard d'avoir participé aux travaux de construction de l'établissement, car les travaux manuels, très souvent sous forme de corvée, permettaient, si ce n'était de creuser la terre pour emblayer les endroits qui le nécessitaient, aux élèves qui n'avaient pas eu le privilège comme moi de se livrer aux travaux champêtres au village auprès de leurs grands-parents pendant les grandes vacances, d'apprendre à tenir des machettes pour les garçons naturellement et les houes pour les jeunes filles, afin d'éloigner la brousse des salles de classe qui entouraient et côtoyaient ce site immense qui prenait de plus en plus forme devant nous au courant de la première année scolaire déjà. Ma première révolte collective en milieu scolaire, je le disais donc, je l'ai vécue dans ce collège dit de la discipline. Un jeune enseignant vacataire de sciences de la vie et de la terre, visiblement en colère contre ses élèves, avait dû présenter la soixantaine d'élèves de cette classe de seconde à 4 allemands, dont je faisais partie des effectifs, à la surveillance générale, afin de se faire corriger, car en plus du fait que son autorité tardait à lui être attribuée par ses élèves, qui s'adressaient parfois à lui comme s'il parlait à leurs copains parce qu'il était jeune, n'avaient pas fait leur devoir. Mademoiselle N, la camarade de classe qui avait alors posé une question de compréhension sur ce cours, qui semblait pourtant intéresser très peu de ses confrères, ne savait pas non seulement que cette question allait nous servir de sujet de recherche dont nous devions présenter les résultats au cours suivant, mais aussi que tous les élèves, y compris elle-même, qui n'avaient pas fait ce devoir, devaient passer devant le surveillant général pour une séance de coups de fouet. Ce vendredi-là, tous devant les deux surveillants, qui avaient la lourde tâche de bastonner ces élèves indisciplinés, n'avaient jusqu'ici vécu aucun refus d'obtempérer. Jusqu'à ce qu'arriva le tour de mademoiselle O. O était maladive et revenait ce jour-là d'une longue période d'absence due à son séjour dans un hôpital où elle suivait des soins. Elle était en pleine convalescence et tenait à peine sur ses pieds. Visiblement surmenée par les coups de fouet donnés à la vingtaine d'élèves qui avaient précédé mademoiselle O, les surveillants ne voulurent pas accorder un seul instant de crédibilité à ce que lui disait la jeune fille et les autres élèves, à savoir ses camarades de classe, qui l'appuyaient alors. « Monsieur, elle est vraiment malade. Elle dit la vérité. Regardez-la. Elle est toute pâle, ça se voit. Elle est affaiblie. »« Aka, laissez ça. Elle est quelle malade? Passe ici prendre tes coups. Hey, mademoiselle, plus tu tardes, plus le nombre des coups va augmenter. »« Mais monsieur, voici mon carnet d'hôpital. Il y a tout dedans. J'étais même dans votre bureau ce matin pour le signaler parce que j'ai fait 3 semaines sans venir à l'école. Et quand je suis venue, j'ai rencontré votre collègue, monsieur... Tais-toi et passe ici. » Eh oui. Faisant fi du carnet médical que lui tendait cette jeune élève, il finit par lui donner des coups de fouet.
Mais il ne put aller jusqu'au nombre qu'il s'était fixé dès le départ, car Mademoiselle O s'évanouit pendant la séance. Tous paniqués, les surveillants essayaient de lui donner de l'air en ventilant des objets devant ses narines en guise de geste de secours. Pendant ce temps, les voix s'élevaient progressivement dans les rangs au point où les élèves formèrent instantanément un bloc dont le leader improvisé était le porte-parole. S'ensuivit alors un bras de fer comme jamais vécu de tout mon parcours scolaire. Salle de classe scellée par les élèves et cadenas jetés au champ. Visite dans les médias privés pour dénoncer cet abus de trop. Excusez du peu. Une semaine de négociations intenses s'ensuivit alors. Le collectif de négociateurs qui représentait les élèves était ferme. Le fouet ne peut pas continuer à être appliqué de la sorte. Et le boycott des cours continuera si rien n'était fait. Par ailleurs, ces élèves reprochaient à l'administration de négliger leurs demandes multiples de voir la qualité de certains cours qui étaient transmis de manière peu compréhensible par un certain enseignant à être améliorée. En gros, selon eux, l'accent avait été plus mis sur le fouet, donc la discipline, que sur le savoir. 16 années plus tard, l'évolution est frappante, déconcertante, macabre, horrible. Le constat est clair. L'élève a de moins en moins du respect pour son enseignant et s'adresse à ce dernier comme on peut s'adresser à son petit frère ou à sa sœur cadette. Même lorsque c'est le cas, puisqu'il y en a effectivement qui sont encore sur les bancs et qui sont plus âgés que leurs enseignants. Est-ce une raison valable pour tenir tête à son éducateur? Cette jeune élève en manque d'éducation de base qui parle à son professeur d'histoire comme si elle avait affaire à son petit ami dont elle partage l'intimité. Bon, d'accord, il est aussi bien possible, puisque ça arrive généralement, que ce jeune enseignant ait honteusement jeté son dévolu sur elle, tout comme il a fait également sur d'autres élèves de l'établissement. Alors, d'accord, il est un peu difficile de lui parler comme on parle à un enseignant qu'on n'a jamais vu en tenue de dame. Mais est-ce vraiment le lieu indiqué pour régler des conflits qui auraient peut-être commencé dans une chambre? Cet élève zélé s'adresse à son surveillant général comme s'il s'entretenait avec un sous-homme, alors que cet employé de l'administration essaye juste de le recadrer. Oui, il lui parle ainsi, parce que la dernière fois que ce surveillant a osé mettre la main sur lui, c'était un scandale. Il avait été confronté à une armée de personnes courroucées, décidées d'en découdre avec lui, avec à la tête le père de l'élève, qui lui offrit une séance de menaces sous le regard complice et flatté de cet élève. Alors oui, j'accuse aussi les parents. Il me souvient qu'à une certaine époque, il n'était pas aisé du tout de dire à son parent qu'on avait été corrigé à l'aide d'un fouet à l'école. Le dire, c'était une manière de se dénoncer soi-même. C'était tout simplement un aveu.
Cela voulait juste dire qu'on reconnaissait avoir eu un comportement inacceptable, répréhensible. Loin de s'en prendre à l'enseignant, le parent se retrouvait en train de corriger son enfant, lui aussi, afin de lui faire passer un message clair. Si je t'envoie à l'école, c'est pour que tu apprennes tes leçons, afin de réussir ton année scolaire brillamment, et non pour te faire remarquer négativement. Et ce, fin de la discussion. À cette époque-là, le rôle d'éducateur, tout le monde se sentait obligé de le jouer. La casquette de surveillant, de policier, chacun la portait à son niveau. Il suffisait à un homme du même quartier, de la jeune adolescente que j'étais par exemple, et de plus qui connaissait au passage mes parents, de me rencontrer à un endroit auquel je n'étais pas censée me trouver, peut-être en tenue de classe, pour que je me voie passer un savant sans pareil, imbibé de leçons de morale, ajouté à la promesse d'en parler à mes parents. Bon, il pouvait parfois arriver que je me fasse claquer aussi, au passage. Ce modèle ne fonctionnerait malheureusement plus de nos jours, car on recevrait des phrases assez, claires, venant des jeunes qu'on pourrait pourtant essayer de recadrer. Alors, vous pourriez recevoir des phrases telles que « De quoi je me mêle ?» ou alors « Je porte ma chaussure et c'est toi que ça sert. Excusez du peu. » La société tout entière a abandonné. Oui, tu as abandonné. J'ai abandonné. Nous avons abandonné. Et dans tout ceci, l'État a laissé faire. Il a laissé. L'État a laissé les bars prospérer comme des bouts de pain, au point de se charger de détruire lentement, mais sûrement, le cerveau de ces jeunes qu'il avait pourtant baptisés fer de lance de la nation. Que dire des drogues? Nul besoin de s'exprimer sur ces effets destructeurs qui conduisent à la mort de personnes innocentes et des consommateurs eux-mêmes. J'accuse nos dirigeants aussi d'avoir accepté de laisser cette jeunesse devenir le monstre qu'elle est aujourd'hui. Oui, cette jeunesse que le système tout entier a lâchée. Cette jeunesse dont les parents ont confié le suivi, l'éducation aux chaînes de télé qui diffusent les séries brésiliennes à longueur de journée, comme s'il n'était pas déjà assez suffisant de faire de la chevelure des habitants de ce pays, précisément le Brésil, une référence pour nos sœurs. Cette jeunesse qui ne rêve plus grand, si ce n'est pour les filles, de fonder tout leur espoir de réussite sur la rencontre d'un homme riche qui viendra la sortir de la misère comme elles le voient tous les soirs dans leurs séries télé. Cette jeunesse certainement frustrée et désemparée qui interpelle sur sa détresse en posant des actes si affreux qu'on refuse d'en croire à ses yeux. Un enseignant se fait tuer en plein exercice de sa fonction par un élève. Impensable. Inimaginable. C'est un cauchemar. Ce jeune homme est sorti de son domicile
ce matin-là, afin d'aller accomplir son devoir. Il ne savait pas qu'il ne rentrerait pas chez lui parce qu'il allait tomber dans une salle de classe sous les coups de son élève. De son élève qui l'a assassiné. À l'aide de quoi? Un outil de travail. Un compas. J'écrase une larme pour cet enseignant. C'est vraiment difficile. Il est temps que chacun de nous prenne ses responsabilités afin de protéger ces enseignants qui ont rêvé et à qui a été confiée la lourde tâche de nous transmettre le savoir. Cher système, donnez à ces personnes la sécurité et accompagnez-les dans cette mission devenue difficile aujourd'hui. Quant à vous, chers parents, quant à nous, chers parents, reprenons nos responsabilités. Sachons qu'éduquer un enfant ne se limite pas qu'au paiement de sa scolarité, de sa nutrition, de sa pension alimentaire donc, que je sais assez difficile par ces temps de conjoncture et donc qui nécessite beaucoup de temps à passer à l'extérieur. Mais essayons de revoir notre suivi. Causons avec ces enfants. Discutons avec eux. Écoutons-les car ils sont frustrés pour la plupart généralement. Disciplinons-les car le laisser aller et l'indifférence n'ont jamais été bons signes pour l'avenir d'un enfant, encore moins d'une nation.